Ok, super. Alors, bonjour, bonsoir si vous regardez, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez. Alors, désolé, il y a un bruit dans le fond là, je ne sais pas si vous l'entendez. Ah, attends, je ne sais pas c'est quoi ce bruit. Je ne sais pas si on l'entend, mais bon, je vais couper. Donc, je recommence. Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est normal. Je suis au Moule et voilà, il y a des manifestations et des bruits bizarres. Ce webinaire, il est disponible en replay. Le lien sera envoyé, bien sûr, et je vais vous partager mon écran. Si vous avez des questions, que vous regardez en replay, que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par mail et puis du coup, je répondrai autant que possible. Par WhatsApp aussi, je suis assez disponible. Et puis celles qui sont en direct vont pouvoir poser leurs questions en direct. Et je vais par contre couper avant, enfin pour que ça reste privé et personnel. Voilà, voilà. Alors, juste, il faut que je déplace cette fenêtre. Il me dérange. Voilà. Et, et voilà, super. Donc là, on est en plein écran. Pour ce webinaire, donc voilà, le thème, c'est un thème qui revient tout le temps en consultation, puisque, bon, on prend du poids avec l'âge ou pas, hein. L'une de mes clientes les plus jeunes, elle a 13 ans et donc elle a ce surpoids qu'elle essaie de gérer. On se demande comment perdre du poids et on entend plein de choses à la télé, dans les magazines, etc. On est un petit peu, du coup, euh, entre, comment dire, on se demande ben, quelle stratégie adopter, puisqu'il y a plein de choses contradictoires. Et donc, mon objectif avec ce webinaire, c'est vraiment de vous donner un peu des clés pour trier les bonnes informations et voir un peu comment faire pour perdre ce poids qui vous dérange. Alors, rapidement, je me présente. Hein, moi, c'est Vanessa Meryl-Mamère. Alors, je suis biochimiste nutritionniste, c'est-à-dire que j'ai plutôt une approche scientifique de la nutrition. Mon objectif, c'est vraiment avant tout d'améliorer la santé des femmes. Donc, on travaille beaucoup sur le cycle féminin, l'équilibre hormonal, l'amélioration des symptômes désagréables pendant les cycles, que ce soit des douleurs, des choses comme ça. Celles qui sont touchées par des pathologies gynécologiques, endométriose, syndrome des ovaires polykystiques, etc. Et puis, par rapport à la perte de poids, ben, souvent, on va le voir, hein, la perte de poids peut être un symptôme de déséquilibre hormonal et il va falloir adresser ces hormones pour pouvoir adresser ce problème de poids. Alors voilà, donc je suis vraiment une spécialiste des hormones et de la fertilité. Et également, je travaille sur les plantes. Là, je prépare mon doctorat sur le thème des plantes antidiabétiques et vous verrez le rapport entre le diabète par rapport à la glycémie, l'insuline et les plantes. Je vais vous présenter ici ce webinaire et je vais vous parler un petit peu de moi et de mon poids parce qu'il a fluctué énormément au cours de ces dernières années. Mon problème entre guillemets, ma situation quand j'étais ado, c'est que voilà, j'étais très mince, j'ai toujours été très mince et j'ai eu des moqueries, précisées, de garçons que j'aimais bien qui m'ont fait développer un complexe et j'avais envie de grossir. Voilà, c'est comme ça qu'on développe des troubles de l'alimentation en fait, hein. Et on se met à manger. Donc voilà, j'ai voulu manger plus pour grossir. Alors, je mangeais des grosses assiettes de pâtes et de féculents. Principalement, c'est vraiment les féculents. Donc, j'ai augmenté mes calories et j'ai grossi effectivement exprès. Voilà, vraiment un truc très idiot, tout ça par rapport à des remarques. Ensuite, je suis partie en France faire des études supérieures. Et là, encore pire, c'était vraiment être livré à soi-même, manger tout et n'importe quoi, faire des courses, mais acheter
que des trucs rapides ou des petits biscuits ou des petites crêpes fourrées au chocolat. Et c'était quoi encore? Des petites viennoiseries industrielles, vraiment à ne pas conseiller. Donc, en plus, on ajoute avec ça le stress des études supérieures, la prépa, c'était vraiment très, très dur. Donc voilà, j'ai pris 5 kilos en seulement 3 mois. Je me rappelle très, très, très bien, entre septembre et décembre, je suis revenue chez moi en décembre, j'avais pris 5 kilos. J'étais à peu près à 60 à l'époque. Donc voilà, après ça, j'ai eu une peine de cœur, un limbé, comme on dit chez nous. Et bien sûr, peine de cœur, on ne mange plus, on est triste, on est malade, perte de poids. Et en plus de ça, à l'époque, j'étais devenue végétarienne. Et donc, alors là, c'était vraiment la fonte. Je suis devenue très, 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 très mince et je suis redescendue, voilà, à mon poids le plus bas, à 49 kilos, hein, pour 1,67 m. C'est vraiment pas beaucoup. Et en plus de ça, à l'époque, j'habitais en France et tout. Voilà, je commençais à être une femme, machin. Et je voyais bien que, voilà, je plaisais. Au niveau du regard, et on me faisait des remarques, oui, t'es une taille mannequin et tout ça, ce qui est vraiment idiot. Et il y a cette valorisation, je trouve, du sous-poids dans la culture française, la culture occidentale, on va dire, parce que la culture antillaise, c'est pas du tout ça, hein, c'est vraiment l'inverse. Donc, une sorte de valorisation du sous-poids qui a fait que, voilà, je suis restée comme ça pendant pas mal de temps, hein. Et puis après, bon, mon poids moyen, c'était entre 50 et 53. Et puis finalement, en 2020, j'ai pris conscience ben, que j'avais envie d'être un petit peu plus pulpeuse, c'est comme ça que je le dis, voilà, que ça m'allait mieux. D'ailleurs, je me trouve beaucoup mieux maintenant. Et j'avais aussi la volonté, j'ai toujours la volonté de favoriser ma fertilité par rapport au fait que le fait d'être en sous-poids, c'est pas du tout idéal pour l'équilibre hormonal et par rapport à la fertilité. Ça, je pourrais l'expliquer dans un autre webinaire sur ce thème-là, hein, qui va être sûrement en janvier, sur le thème de la fertilité. Et donc, j'ai commencé à m'alimenter vraiment de façon encore plus consciente, à privilégier des aliments riches en nutriments, des aliments qui sont souvent gras, hein, et à bien, comment dire, à prêter plus d'attention à mes repas parce que, voilà, quand on travaille et tout, souvent, on peut sauter des repas, on peut faire un peu tout et n'importe quoi. Donc, à manger à heure fixe, à manger régulièrement et puis à manger plus de calories. Voilà, vous verrez que les calories, c'est assez important hein, quand on parle de prise de poids ou de perte de poids. Et puis, moi, j'ai pris du poids et aujourd'hui, entre 2020 et 2023, environ 15 kilos. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis dans ces eaux-là et dans 65 kilos. Et mon objectif, c'est d'être à peu près, voilà, peut-être 65, voilà, pour se laisser un peu de marge quand même. Il ne faut pas aller au-delà. Et moi, mon poids idéal, ce serait 62. Donc déjà, qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à ça? Chaque personne a son histoire, chaque personne a son poids idéal. Et si on regarde dans les tables de poids, d'IMC, tout ça, par rapport à ma taille, à mon poids, à ma taille, pardon, et à mon sexe, on me mettrait sur un poids un petit peu plus faible. Alors, bah, ça va être 58, on va dire 58 kilos. Mais moi, je n'ai pas envie de peser 58 kilos. J'ai envie d'être un petit peu plus pulpeuse. Donc, c'est à toi de décider ton poids idéal. C'est pas, il n'y a pas de normes. Comment tu te sens, c'est ça qui est important. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens en bonne santé? Est-ce que tu n'es pas essoufflée? Quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu te trouves belle? Voilà. Donc ça, c'est important quand on parle de perte de poids, tout ça, maigrir et tout. Il y a vraiment pas de règles. Et moi, certaines clientes, je les regarde, je les trouve tellement belles. Elles me disent, elles veulent maigrir, mais je les trouve tellement belles comme elles sont. Voilà, je pense qu'il faut vraiment se valoriser et avoir cette objectivité hein, sur soi-même. Et si on ne l'a pas, si on se trouve trop grosse et pourtant tout le monde nous dit qu'on est belle, eh bien, il faut travailler là-dessus et peut-être avec un psychologue ou quelqu'un comme ça, qui va pouvoir vous écouter et vous permettre de faire un sorte de travail sur vous-même
de prendre les bonnes décisions, d'accord? Parce que c'est important. Voilà. Alors, aujourd'hui, je voulais vous demander de minimiser les distractions, voilà, pendant ce webinaire. On va parler de concepts, pardon, qui sont assez complexes. Donc, mettez votre téléphone sur silence, regardez l'écran, soyez présente et ça vous permettra justement de, si vous avez des questions et tout, notez-les, mettez-les dans la discussion pour celles qui sont là, notez-les et ce sera beaucoup mieux. OK? Alors, voilà, je vais retirer, je vais mettre comme ça, voilà. Continuons. Donc, ça va vite, hein, 1 h 30. Donc, je vais aller un petit peu vite et vous allez me dire, et puis vous n'hésitez pas pour les questions. Alors, de quoi on va parler? Ben, alimentation équilibrée, oui. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Puisque, bon, tout le monde parle d'équilibre, équilibre, mais au final, c'est quoi cet équilibre? Et est-ce que pour perdre du poids, il ne faut pas un peu déséquilibrer des fois? C'est ça, on va le voir. Les clés de la gestion des hormones pour un métabolisme optimal. On va voir c'est quoi le métabolisme, la perte de poids, mais durable, hein, parce que on peut faire des régimes vraiment très restrictifs, perdre du poids et après on récupère tout. La gestion du stress, le sport, les plantes et les compléments alimentaires qui peuvent aider, sachant qu'il n'y a aucun truc qui est miraculeux, il n'y a pas de pilule que je vais prendre ou de thé que je vais boire qui va me faire maigrir, ça n'existe pas malheureusement. Et enfin, on va finir par les questions-réponses, d'accord? Au bout d'1 h 30, il y a 30 minutes de questions-réponses qui sont réservées. Donc, c'est pour ça que le webinaire dure 2 heures. Alors, quand on parle de perte de poids, en fait, on devrait dire perte de gras, perte de masse grasse, perte de graisse. Parce que je ne veux pas perdre du poids, je veux perdre du gras. Je ne veux pas perdre du muscle, je ne veux pas perdre des os. Voilà, on ne peut pas perdre des os. Voilà. Donc, j'ai plusieurs compartiments dans mon corps. J'ai le compartiment de l'eau, hein. On est composé à peu près entre 60 et 70% d'eau. J'ai le compartiment musculaire et j'ai le compartiment, donc le compartiment musculaire, c'est mes muscles, mes organes, d'accord, la peau, les organes internes, etc. Et le compartiment graisseux, c'est cette graisse qui est répartie dans tout mon corps et qu'on va retrouver et qui pose souvent problème. Voilà, celle dont on a envie de se débarrasser, c'est celle qui est au niveau du ventre. Mais cette graisse qui est dans tout le corps, elle produit énormément d'hormones. Des hormones comme la leptine, la diponectine, des hormones qui vont agir sur la satiété. Et dans le cas de la leptine, ça va accentuer la faim et perturber les signaux de satiété. Donc finalement, quand on a cette masse grasse qui est métaboliquement active, elle produit des hormones, ça va perturber la perception de ouais, est-ce que j'ai bien mangé, est-ce que je suis bien remplie, est-ce que je peux m'arrêter là? Et ça rend les choses plus difficiles, hein, en fait. Voilà, c'est ça. Tout ce qui est TNF-alpha, interleukine 6, etc., ce sont des hormones qui sont impliquées dans l'inflammation. Donc, le tissu gras provoque de l'inflammation dans le corps. Donc, c'est pour ça que c'est important de le minimiser, ce tissu graisseux, d'accord? On ne va pas le faire disparaître, hein, pas du tout, mais on va le diminuer et le garder dans des bonnes normes. Et parce que, voilà, au final, ça a des impacts sur la santé, par exemple, maladie cardiovasculaire, diabète, etc. L'inflammation, c'est super important d'essayer de contrôler cette inflammation dans le corps, qui va se traduire par des symptômes comme, par exemple, des douleurs, voilà, douleurs dans les articulations, des douleurs qu'on se réveille, on a mal un peu partout au corps, on a le cerveau un peu embrouillé, on a du mal à se concentrer, etc., etc. Donc, des symptômes d'inflammation. Vous avez sûrement entendu parler des plantes anti-inflammatoires. Ben voilà, dans ce cas-là, ces plantes-là vont vraiment être utiles. Et la résistance à l'insuline. Voilà, le tissu graisseux, notamment au niveau abdominal, la graisse abdominale, ça va en lien, comment dire, vraiment en lionnage, on va dire, avec la résistance à l'insuline. Et ça cause
des problèmes pour perdre du poids. Et là, la dernière statistique, c'est 50 à 70% des femmes qui sont atteintes d'un trouble gynécologique qu'on appelle le SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, elles ont une résistance à l'insuline. Voilà, mais ça concerne tout le monde par rapport à la perte de poids, pas que les femmes qui souffrent de SOPK. Alors, qu'est-ce qui peut vous empêcher de maigrir? Qu'est-ce qui peut vous empêcher de maigrir? Eh bien, déjà, le plus évident, un déséquilibre dans la balance, dans ce que je mange, les calories qui vont rentrer dans mon corps, voilà, matin, midi, soir, les collations, le grignotage, le jus, les ceci, les sucreries, les cela. Et qu'est-ce que je vais dépenser? Qu'est-ce que je vais pouvoir brûler, comme on dit? Voilà, donc un déséquilibre entre dépenses et apport. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas, il n'y a que ça comme problème, entre guillemets. Voilà. Comme je vous disais, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas de problème, j'étais là, mais j'ai commencé à manger plus pour grossir, à remplir mes assiettes avec des pâtes et compagnie. Et puis, du coup, j'ai augmenté mes calories, je n'ai pas fait plus de sport et donc, j'ai grossi. Voilà, cas typique. Inversement, quand je vous parlais de mon limbé, je diminuais, j'ai plus mangé autant qu'avant. Ou par exemple, dans le cas du végétarisme, on élimine tout un groupe, hein, la viande, le poisson, tout ça, on élimine. Et donc, forcément, ben, dans la journée, ces apports, ils sont diminués. Sauf si, bien sûr, on compense en mangeant de la junk food et vegan. Et puis, vous voyez, hein. Mais si on fait que d'éliminer les produits animaux, ben, vous voyez bien qu'au final, il reste seulement les légumes et les féculents. Et au final, on a diminué les calories. Donc, on maigrit. Ce n'est pas une bonne stratégie. Je vous le dis déjà à l'avance, c'est pas une bonne stratégie. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, première chose, trop de calories, pas assez de dépenses. Donc, ça, du coup, vous allez me dire, ah, forcément, donc si je veux pallier à ça, j'augmente mes dépenses. Voilà, donc dans le meilleur des cas, soit si je suis jeune, soit si j'ai jamais fait de régime, si tout va bien, j'ai pas de pathologie en particulier, eh bien oui, je vais me dépenser plus et ça suffira pour perdre du poids sans forcément trop toucher à l'alimentation, en fait, hein. Donc oui, ça peut marcher, mais c'est dans le meilleur des mondes. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que probablement cette stratégie-là ne suffit pas pour vous. Parce que peut-être que derrière, deuxième point, il y a un dérèglement hormonal. Un dérèglement hormonal, on va en discuter. On a vu par rapport à l'insuline, par rapport aux hormones de la satiété. C'est un problème, et bien du coup, on a tout le temps faim, alors qu'on a des réserves. Et puis, par exemple, on va parler du sommeil aussi, c'est important par rapport à ces hormones qui interviennent et qui vont se dérégler. Également, les hormones et les hormones du cycle menstruel, hein, les œstrogènes aussi sont importants. On va en parler dans le point suivant. Alors, troisième point, le métabolisme qui est lent. Cette image-là, elle montre une flamme. En fait, le métabolisme, imaginons une chaudière, voilà, une chaudière et vous avez besoin on va imaginer un feu plutôt, un feu, et par-dessus, vous mettez votre canari, votre casserole, avec à l'intérieur ce que vous voulez cuire pour manger. Si le feu en dessous de la casserole, eh bien, il est au minimum, eh bien, ça va cuire, mais ça va prendre beaucoup de temps. Voilà, donc là, le métabolisme, il est lent. Si par contre, j'augmente le feu, je rajoute des petites branches, je rajoute un peu de carburant pour que ce feu soit plus important, plus vif, eh bien, ça va cuire très rapidement, beaucoup plus rapidement. Et là, j'ai un métabolisme qui est accéléré. Exemple, il y a certaines personnes, alors il y a la génétique qui entre en jeu aussi. Certaines personnes, on a tous un ami comme ça, qui sont très, très maigres et qui mangent du n'importe quoi, des tas de calories, des pizzas, etc., et qui ne prennent pas un gramme parce qu'ils ont naturellement ce métabolisme qui est très, très rapide et tant mieux pour eux.
Certains voudraient grossir un peu, ils n'arrivent même pas à grossir parce que ils brûlent tout ce qu'ils mangent. La plupart des gens, c'est l'inverse. On consomme des aliments, mais même pas en quantité énorme. Moi, j'ai rarement vu en consultation des personnes qui sont en surpoids et qui mangent énormément, franchement. La plupart du temps, je mange plus que les personnes, vous voyez? Et pourtant, ils stockent tout parce que le métabolisme, il est très, très lent et on va voir qu'est-ce qui peut jouer par rapport à ça. Donc voilà, si le métabolisme, il est lent, je stocke. La résistance à l'insuline, voilà, un des composants hormonaux. Et puis une mauvaise digestion, il faut y penser aussi, une mauvaise digestion et une mauvaise détoxification, c'est vrai, qui vont faire en fait que j'absorbe des nutriments, les nutriments restent dans mon système digestif, donc déjà ça va causer des déséquilibres dans la flore intestinale. C'est aussi dans mes intestins, j'ai des aliments mal digérés. Les bactéries qui sont là, elles vont venir proliférer pour finir, pour pouvoir s'en nourrir en fait. Et du coup, ça cause ce déséquilibre de la flore intestinale. Les bactéries en question vont sécréter à leur tour des choses qui peuvent m'inciter à manger plus, qui peuvent contribuer à l'obésité. Voilà, il y a cette chose-là. Elles vont aussi sécréter des choses qui vont contribuer à l'inflammation dans mon corps et qui va contribuer à l'obésité. Et puis le fait même de même mal digérer, ça fait que finalement je mange, mais je ne suis pas nourrie. Donc j'ai tendance à manger plus parce que mon corps me demande des nutriments auxquels il n'arrive pas à accéder. Et puis voilà, vous voyez un petit peu le cercle vicieux. OK. Donc, nos hormones ont besoin d'être maintenues dans un équilibre vraiment très, 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 très millimétré, on va dire, pour que tout aille bien. Et malheureusement, avec la vie de tous les jours, le stress, les manques de sommeil, les perturbateurs endocriniens, la malbouffe, etc., eh bien, cette symphonie, elle est perturbée. Alors, on va se concentrer aujourd'hui sur la glande thyroïde. Voilà. Et puis, je vous disais, le tissu gras qui sécrète des œstrogènes. On va penser aux surrénales qui vont sécréter des hormones du stress, qui vont contribuer à la prise de poids, cortisol notamment. Et puis, le pancréas qui sécrète notre fameuse insuline et notre glucagon, la façon dont on mange va pouvoir avoir un effet positif sur cette sécrétion d'insuline et me permettre donc de ne pas stocker et de ne pas et de pouvoir perdre du gras. Les oestrogènes, je vous ai dit que les cellules graisseuses, elles sécrètent tout un tas d'hormones et dont les oestrogènes. Le tissu graisseux est un tissu endocrine qui va envoyer dans le système plein d'hormones, dont ces oestrogènes, qui ont plusieurs fonctions qui sont importantes, mais qui peuvent être aussi délétères, et notamment en termes de stockage de graisse. Parce que ces oestrogènes-là vont agir notamment sur la thyroïde. Alors, je m'adresse beaucoup aux femmes, mais il faut savoir que chez les hommes aussi, l'excès de graisse va entraîner un excès d'œstrogène. D'accord? Alors, ils en ont de l'œstrogène, mais en quantité infime, qui est important pour la libido, qui est important pour le fonctionnement du cerveau et protéger le cœur des hommes. Mais quand il y a trop d'œstrogène chez un homme, la testostérone, elle, chute. D'accord? Et on va observer donc des symptômes comme de la fatigue, les muscles qui sont moins toniques, puisqu'il faut de la testo pour avoir une bonne masse musculaire, des problèmes, voilà, hein, d'érection, etc. Pas que, hein, mais des problèmes aussi dans la qualité des spermatozoïdes, etc. Et ça peut contribuer à l'élargissement de la prostate, d'accord? Hein, on pense à nos problèmes ici en Guadeloupe et dans les Antilles françaises de prostate. On pense au chlordécone qui est un perturbateur endocrinien qui va avoir une action œstrogénique et on voit que tout ça est logique. Et en dernier lieu, je voulais vous dire aussi, alors quand vous observez chez votre homme ou chez peu importe l'homme, cette silhouette où il y a des petites tétées, entre guillemets, qui poussent, on appelle la gynécomastie.
c'est un signe clair qu'il y a un excès d'œstrogène chez cet homme-là. Et il y a pas mal de choses qu'il peut faire, mis à part perdre du poids, pour rééquilibrer ses hormones. Et voilà, donc je ne vais pas en dire plus là-dessus. Mais ces oestrogènes sont responsables de la répartition de la graisse dans le corps, voilà, des hommes comme des femmes. Donc, on parle de répartition gynoïde quand c'est une répartition euh, comme ceci en forme de poids, qui est la répartition naturelle chez les femmes. Voilà, il y a les seins, il y a la graisse au niveau de en dessous de la ceinture et ce qu'on appelle la culotte de cheval, ce qui n'est pas très flatteur, mais une répartition qui est harmonieuse et qui n'est pas mauvaise pour la santé non plus, d'accord? Le ventre, au niveau abdominal, on a plus ou moins, enfin, on a moins de gras. Tandis qu'une répartition androïde, où on va avoir de la graisse au niveau abdominal, d'accord? Les jambes plutôt fines, pas beaucoup de graisse au niveau des cuisses. Et voilà, une espèce on s'épaissit, voilà, on s'épaissit. On pense aux femmes qui sont ménopausées et qui voient un peu cet épaississement de la taille, etc., qui est dû, ben voilà, dans ce cas-là, à pour la ménopause, une chute des oestrogènes, certes, mais un déséquilibre par rapport aux autres hormones. Notamment, il n'y a plus la progestérone qui protège et il y a peut-être trop d'hormones androgènes. Androgène fait référence aux hormones mâles qui vont à ce moment-là agir sur l'insuline. Voilà le lien avec l'insuline et vice-versa. Et puis promouvoir une accumulation des graisses au niveau de l'abdomen. Donc, voilà pour le rôle de certaines hormones. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire contre ça. Alors, on va faire un point important sur l'hypothyroïdie. La thyroïde, c'est cette glande qu'il y a à la base du cou. Et je vous ai dit, la thyroïde, c'est important. Pourquoi? Parce que la glande thyroïde, c'est la chaudière de notre corps parce qu'elle gouverne le métabolisme. Hein? Ce feu qui brûle plus ou moins rapidement nos aliments, c'est ce métabolisme et c'est la thyroïde qui va être l'interrupteur qui dit plus de feu ou moins de feu. D'accord? Donc, les femmes sont 10 fois plus touchées que les hommes par des troubles de la thyroïde, notamment l'hypothyroïdie. D'accord? Donc, lorsqu'elle travaille au ralenti, ma glande thyroïde, tout l'organisme, il est au ralenti. Alors, il y a des signes bien définis, on va en parler dans la prochaine slide, notamment la température corporelle qui chute, le cœur qui bat moins vite, le brouillard mental, hein, les pensées sont floues, et le stockage de calories. Voilà, ce qui nous intéresse. Donc, c'est assez prévalent. On parle de 25% à peu près de la population et 10 fois plus de femmes. Et donc, c'est vrai que on ne va pas forcément avoir une hypothyroïdie franche, selon les chiffres du laboratoire, mais elle peut être juste sous-active, suffisamment sous-active pour que les kilos s'accumulent. Voilà. Donc, les signes de cette thyroïde sous-active, déjà la frilosité, intolérance au froid, et puis les mains et les pieds qui sont glacés, qui sont froids. Hein? Observez ça. Est-ce que vous avez les mains froides, les pieds froids? Est-ce que vous êtes toujours besoin d'une couverture quand les autres sont bien? Moi, je me rappelle en France, quand j'étais végétarienne, mais j'avais les mains et les pieds mais glacés. Et l'hiver, c'était une torture. Et vraiment, ce genre d'alimentation euh, va contribuer à la baisse d'activité de la thyroïde. Voilà, parce que la thyroïde a besoin de nutriments particuliers pour bien fonctionner. Vu qu'on élimine tout un groupe d'aliments, on se retrouve en carence. Et voilà le résultat. Donc, c'est pour ça que je ne conseille pas le végétarisme pour perdre du poids. Alors, d'autres signes, la constipation. C'est vrai que
Être constipé, c'est terrible pour deux raisons. Une, parce qu'on n'arrive pas suffisamment à éliminer les déchets de l'organisme. Et vous comprenez bien que il faut vider les poubelles tous les jours, hein, sinon ça s'accumule. Non seulement ça s'accumule, mais en plus, le fait d'être constipé, je pourrais en parler pendant très longtemps de la constipation, parce que le fait d'être constipé va donner l'occasion aux bactéries qui sont dans notre intestin de retravailler les hormones qui ont été évacuées pourtant par le foie. On évacue. Les bactéries sont là, elles les retravaillent et elles les remettent en circulation. Donc, on se retrouve comme ça avec des soucis hormonaux parce qu'on est constipé. En tout cas, la constipation va contribuer à entretenir ces soucis hormonaux. Il faut éliminer, il faut avoir un microbiote en bonne santé et, euh, et c'est super important. D'autres symptômes, la peau sèche. Et oui, je voulais dire aussi, en dernier lieu, si on garde des tonnes de déchets ici, ça augmente un peu son poids, hein. Ça peut être responsable d'un ou deux, voire plus kilos. C'est sérieux. Donc, voilà, il faut éliminer, éliminer, éliminer. Alors, donc, peau sèche, je disais, particulièrement au niveau des jambes, hein, la peau qui est sèche, prise de poids, difficulté à maigrir, et puis des symptômes mentaux, déprime, anxiété, léthargie, irritabilité, fatigue chronique, trouble du sommeil, on a du mal à s'endormir et puis on se réveille, voilà. Là, il faut vraiment voir ces signes et les reconnaître et les adresser des signes sur le cycle menstruel, le syndrome prémenstruel qui va être plus ou moins sévère. J'en ai parlé pas mal dans les webinaires précédents du syndrome prémenstruel. Donc, on va avoir avant les règles, donc surtout dans la période de la phase lutéale après l'ovulation, augmentation des sauts d'humeur, irritabilité, on va avoir des migraines, on peut avoir des fluctuations de poids légères, mais ça, c'est vraiment la rétention d'eau. On peut avoir vraiment certaines vont avoir une autre personnalité carrément en période prémenstruelle. Là, c'est vraiment des troubles prémenstruels sévères, des douleurs également qui vont se déclarer à ce moment-là, et puis, etc., etc. Donc, la thyroïde a un rôle à jouer dans ça. Et puis ensuite, d'autres signes, les cheveux ternent, les cheveux qui tombent, qui se cassent. C'est pas anodin tout ça et ça peut être lié à des problèmes de thyroïde qui est sous-active. Vous n'êtes pas forcément diagnostiqué parce que contrôler seulement la TSH, ça ne suffit pas. Les normes, c'est entre 0,4 et 4 mg par milliunité internationale par litre. 0,4 et 4, c'est une énorme plage. Vous voyez, il y a énormément de marge hein, entre 0,4 et 4. Et donc, ce n'est pas les valeurs optimales. D'accord? Idéalement, il faut que la valeur soit faible. Autour de 1,5, c'est bien. Mais si vous avez une TSH à 4, c'est pas top. Même 3, c'est pas top non plus. Et pourtant, vous êtes dans les normes. Alors, quand tu as dit au-delà de 4, c'est encore pire. Et moi, j'ai déjà vu hein, des personnes qui viennent me consulter et tout, voilà, par rapport à leur cycle et tout, et qui ont la TSH à plus que 4, qui ont été traités par le passé, mais le traitement a cessé. Et pourtant, voilà, le médecin voit qu'ils sont à 4, plus de 4, et il ne les traite pas. Ils ne les traitent pas. Pourtant, déjà, c'est hors norme. Et ça, c'est pas normal. Et il y a des troubles derrière. C'est compliqué de bien faire marcher le système reproducteur si le système, la thyroïde, ne fonctionne pas. C'est vraiment très important, la bonne fonction de tous les systèmes, et en particulier thyroïde, si on veut avoir un bon cycle, une bonne santé menstruelle et une bonne fertilité. Voilà, vous avez compris le truc. Alors, donc, les normes, ça ne suffit pas. En plus de ça, il faut aussi savoir où on est, où en sont les hormones thyroïdiennes. Alors, je ne vais pas faire un cours sur la thyroïde, ce n'est pas l'objectif. Sinon, ça prendrait trop de temps. Mais voilà, c'est des choses dont on peut parler en individuel, où en sont l'hormone active, la T3, la T3 inverse, et comment va ton foie? Comment va ton foie? Puisque c'est le foie qui va convertir l'hormone thyroïdienne inactive en hormone active. Voilà.
Quand le cholestérol, il y a des déséquilibres dans les taux de cholestérol, trop de mauvais cholestérol LDL, pas assez de bon cholestérol HDL, ça aussi, c'est un signe qu'il y a un souci dans la thyroïde et notamment au niveau du thyroïde et le foie, d'accord? Parce que c'est le foie qui produit le cholestérol, d'accord? La température corporelle, je vous disais, température basse. La température corporelle basale, c'est la température quand je me réveille le matin, avant que je fasse quoi que ce soit, avant d'aller aux toilettes et tout. J'ai mon thermomètre à côté de moi, idéalement un thermomètre digital à 2 chiffres derrière la virgule si possible. Je le mets dans la bouche, j'attends entre 5 à 10 minutes, je l'allume et tac, je prends ma température corporelle basale le matin et je regarde la valeur. Idéalement, une température doit être aux alentours plus supérieure à 36, ça c'est sûr, minimum voilà, 36,6. Ça, c'est en phase folliculaire, à partir du premier jour des règles jusqu'à l'ovulation. Je parle pour les femmes, bien sûr, hein. Une fois que j'ovule, ma température corporelle basale, elle augmente légèrement. Donc là, je peux atteindre les 37. Voilà, ça peut être 36,8, 36,9, 37 degrés, 37,1. J'ai une variation à la hausse qui est légère et qui me montre que j'ai ovulé. J'en ai déjà parlé de ça aussi. Mais juste prendre la température corporelle va me donner une information sur est-ce que je suis au moins suffisamment, mon corps est suffisamment chaud. J'ai déjà vu, voilà, beaucoup de femmes qui sont à 35, des fois même en dessous de 35. Vous savez que la température moyenne d'un être humain, c'est 37 degrés. Donc, vous ne pouvez pas me dire qu'une femme est à 35, 34,8, des choses comme ça, et c'est normal, tout va bien. Non, non, non. Même si ça n'alerte pas malheureusement les médecins, puisque les médecins d'aujourd'hui, ils ne demandent même plus, enfin, ils ne s'occupent pas de la température corporelle basale. Les médecins d'avant, oui. Les médecins d'avant, oui. Et du coup, vous pouvez prendre votre température et ça va vous donner une info, déjà savoir si votre thyroïde fonctionne comme il faut. Le corps doit être chaud. Le corps doit être chaud et encore, le foie, c'est l'organe le plus chaud du corps et le foie, il est même plus qu'à 37. Il est à 40 degrés. Il faut que le corps soit chaud. On est des animaux à corps chaud, à sang chaud. Le pouls aussi, c'est une valeur. Donc voilà, on prend son pouls, minimum 85 pulsations par minute. Et d'autres signes d'hypothyroïdie, mais comme je vous l'ai dit, le rapport avec le cycle menstruel. Est-ce que les cycles sont déséquilibrés, etc. On se pose la question, est-ce que j'ovule? Est-ce que je produis assez de progestérone? Parce que voilà, la progestérone a une action positive sur l'hormone thyroïdienne et donc qui va pouvoir aider à son bon fonctionnement. Et donc, si en plus de ça, enfin, vous voyez, c'est un cercle vicieux. Je suis en hypo, je n'ai plus d'ovulation, je n'ai plus de progestérone et ça se produit mois après mois, année après année. Je suis encore plus en hypo. Alors, donc, et aussi les fibromes, les kystes, ce sont des signes indirects de problèmes de thyroïde juste sous-active. Donc, vous voyez que là, il faut vraiment avoir la coopération d'un médecin compétent et d'un thérapeute qui s'y connaît dans ces choses-là. C'est pas simple. C'est pas simple. Et donc, pour revenir à la perte de poids, vous voyez bien que vous pourrez faire toutes sortes de régimes, toutes sortes de choses, mais ça va être compliqué puisque la chaudière de l'organisme ne fonctionne pas bien. Donc, vous allez vous épuiser et vous allez pas tenir et vous allez pas perdre de poids et vous allez être très malheureuse oups, qu'est-ce qui s'est passé, pardon, à vous épuiser. J'ai appuyé sur une mauvaise touche. Voilà. Et donc, que faire? Quelques pistes, hein. Il y en a beaucoup, mais là, c'est alimentation pour donner quelques pistes rapides. Eh bien, les aliments qui contiennent de l'iode sont intéressants parce que la carence en iode va empêcher la bonne fabrication des hormones thyroïdiennes. Il y a de l'iode dans les hormones thyroïdiennes. Remis sur les crustacés, le poisson et les algues surtout. Les algues ont plus de d'iode que le poisson. Là, c'est une image d'algues nourries.
D'accord? Moi, j'aime bien les petites chips de nori comme ça. C'est des noris juste croustillantes parce que ça a été passé à la poêle. Et c'est très bon, c'est très bon. On trouve ça au rayon asiatique, japonais même. Les algues wakame, bon là, bah, tout le monde connaît le wakame. Alors, le nori, c'est ce qui entoure les makis hein, quand on va au restaurant japonais. Le wakame, c'est la petite salade qu'on vous sert en premier, là. Voilà, c'est très bon. Et puis, le simos, hein, vous avez peut-être déjà entendu parler du simos, une algue irlandaise qui est très populaire, notamment à Sainte-Lucie. Hein. Je suis allée à Sainte-Lucie et ils ont un espèce de milkshake, on va dire, qu'ils font avec du simos, du lait concentré, des épices et tout, et ils boivent ça pas mal là-bas. Le simos, c'est intéressant, il contient de l'iode, et en plus, comme c'est tellement riche en fibres, ça peut aussi aider à calmer la faim. Alors, ça peut être un outil, on verra les plantes qui sont utiles. Voilà. Donc, ça, c'est quelques pistes au niveau alimentation. L'avantage avec les crustacés et le poisson, c'est qu'au plus vous avez des protéines, hein, il faut des protéines pour que la thyroïde fonctionne bien, le foie fonctionne bien, d'accord? Les petites protéines sont vraiment super importantes. Et on va limiter le soja parce qu'il a une action anti-thyroïde et les crucifères, c'est les choux, le brocoli, le chou-fleur, le chou vert, euh, la moutarde aussi une partie des crucifères et quelques autres légumes, le navet, rutabaga, les choses comme ça. C'est par précaution, vraiment, si je vois une personne que j'accompagne qui a déjà une température basse, il y a des cycles erratiques et tout, niveau alimentation, on évite les crucifères, quoi. Voilà, c'est pas très grave, on mangera pas de choux, pas de brocoli et compagnie. Alors, moi, je ne vois pas trop l'intérêt de manger ça, parce qu'il y a tellement de fruits et légumes locaux qui sont top, mais ça vaut le coup de limiter ces légumes crucifères. Alors, je continue. Pour ce qui est, alors voilà, j'ai beaucoup parlé de la glycémie, j'ai beaucoup parlé de l'insuline surtout, et un outil vraiment principal pour la gestion et la perte de poids, c'est déjà équilibrer sa glycémie, stabiliser sa glycémie. La glycémie, c'est quoi? C'est le taux de sucre dans le sang. Et la courbe rouge vous montre une alimentation qui est un peu erratique. Hein. Beaucoup d'aliments raffinés, beaucoup de junk food, je mange beaucoup de féculents, des biscuits, des choses comme ça. Tout le temps, voilà, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Et à chaque fois que ça redescend, je suis un petit peu en hypo et ça stresse mon corps en fait. Quand ça monte, il faut que mon corps sécrète beaucoup d'insuline et ça le stresse aussi parce qu'au final, je vais risquer à la longue de me causer des problèmes de résistance à l'insuline. Mon pancréas est fatigué en fait. Donc l'idéal, c'est d'avoir des fluctuations de glycémie qui sont beaucoup plus faibles, de rester dans cette zone, la zone verte, là, d'accord? Et grâce à l'alimentation, vous allez voir comment on fait ça. Et ça, c'est important. Si vous faites ça et vous comprenez ça, vous allez pouvoir perdre du poids petit à petit. Ce n'est pas une perte de poids qui va être drastique, mais durable. Et c'est ça qui est important. Alors, un signe de résistance à l'insuline, ben, on a parlé déjà de la graisse abdominale. Hein. Donc, le signe pour diagnostiquer les médecins parlent de syndrome métabolique, c'est le taux de taille qui est supérieur à 80 cm pour les femmes. Hein, vous prenez un petit mètre, vous mesurez votre tour de taille, et 94 cm pour les hommes. Voilà, ça augmente les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, d'obésité, etc. Et donc, il faut vraiment faire attention à cette graisse abdominale. C'est celle-là qu'on veut perdre, hein, c'est sûr. On ne veut jamais perdre la graisse qu'il y a dans les fesses et dans les cuisses et dans les seins. Mais malheureusement, quand on va perdre du poids, on va perdre un peu partout. Hein. Cette acanthosis nigricans, c'est des taches noires qu'il y a au niveau des plis de la peau. Donc, ça va être au niveau du cou et ça peut être au niveau des coudes, au niveau sous les bras et au niveau de l'aine.
Et ça, c'est un signe. Alors, que la peau est noire, elle est plus foncée et elle est épaissie. C'est pas qu'on est sale, ça sert à rien d'aller chez le dermato et de prendre des trucs éclaircissants et tout. C'est un signe d'insulinorésistance. Voilà, je pense que moi, je le vois souvent. J'aime bien observer les gens. Des fois, je vois ça. Et certaines clientes, voilà, je vois ça. Et on fait le test HOMA. J'ai oublié de l'écrire là, HOMA, qui mesure la résistance à l'insuline de façon assez, quand même, suffisamment précise. Et effectivement, ça prouve bien qu'on est dans ça. Donc, là, il faut vraiment appliquer les conseils d'hygiène nutritionnelle dont je vais vous parler plus en détail maintenant. Alors, l'objectif, donc, perdre du poids, c'est-à-dire perdre du gras et perdre le moins de muscles possible. Voilà, parce que je répète encore, c'est super important, quand je vais perdre du poids, je vais maigrir, je vais, en fonction de la stratégie que j'ai adoptée, en fonction de tel type de régime, tel type de rééquilibrage alimentaire que j'ai adopté, je peux perdre du muscle et du gras et même perdre plus de muscle que de gras. Et au final, c'est une très mauvaise chose de perdre du muscle parce que le muscle, le muscle est plus actif métaboliquement. C'est ce qui va permettre d'activer mon métabolisme. Donc, si en plus je perds du muscle, mon métabolisme, il va être encore plus lent et je vais stocker encore plus. Donc là, je me tire une balle dans le pied en faisant une alimentation euh, qui ne préserve pas ma masse musculaire. Donc, le végétarisme, par exemple, le véganisme, encore pire. Je fonds, mais je perds énormément de muscles. Je ne suis pas du tout tonique. Je suis tout, enfin, c'est pas joli. Et c'est pas intéressant pour la santé, hein, c'est surtout ça. Donc, les régimes très drastiques, c'est-à-dire, comment on appelle ça, méloforme et compagnie, méloforme, je sais même plus. J'ai des clients qui ont fait ça par le passé. Euh, des régimes extrêmement drastiques où on va manger très peu de calories dans la journée. Par exemple, 1000, maximum 1200. Et même des fois, j'ai vu des 800 calories. C'est très faible, hein. Imaginez que la valeur moyenne pour une femme d'à peu près 1,70 m, ça va être 1800. Donc, au lieu d'être à 1800, je suis à 1000 ou à 800. C'est très, très drastique. Et donc là, on fond et on perd énormément de muscles. Et après, on reprend. On reprend forcément, même dans les 6 mois ou maximum dans les 2 ans pour les plus chanceuses. Mais on reprend et à ce moment-là, on aura plus autant de muscles, on sera plus autant musclé et tonique qu'avant, on va être plus grasse. Alors là, ça va être encore plus difficile de perdre du poids. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter les régimes drastiques et il faut éviter les trucs où, voilà, je veux perdre rapidement, je veux perdre 10 kilos en 2 mois. Ça motive parce qu'on voit le poids descendre vite sur la balance, mais c'est se tirer une balle dans le pied, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que ma technique, elle n'est pas aussi spectaculaire. On perd, voilà, 1, 2 kilos par mois, mais l'objectif, c'est de le faire sur une longue durée. Voilà, si s'il vous faut 1 an pour perdre les 10 kilos, eh bien, ça va être 1 an, mais au moins là, vous aurez amélioré votre composition corporelle puisque vous aurez gardé une bonne masse musculaire et vous aurez perdu du gras. Vous allez améliorer votre santé, vous allez améliorer votre équilibre hormonal et il n'y a que des bienfaits, même au niveau de la beauté, etc. Donc, voilà pourquoi il ne faut jamais vouloir aller vite parce qu'on perd du muscle. Ce qu'on veut, c'est diminuer les variations de la glycémie, donc stabiliser la glycémie, comme je vous ai dit tout à l'heure. On veut diminuer l'inflammation aussi et on veut améliorer la digestion et la détoxification. Un petit rappel, est-ce qu'on est tous d'accord? Les croissants et tout ça, les pains au chocolat, c'est du glucide, du sucre, du glucide et c'est aussi du gras parce que c'est des croissants avec du beurre ou de l'huile, des choses comme les viennoiseries. Donc, sucré et gras.
Là, ce n'est pas du tout idéal pour la perte de poids. Les œufs, c'est du gras, ah, zut, gras et protéines. Là, c'est déjà beaucoup plus intéressant. J'ai mes protéines, j'ai des bonnes graisses qui contiennent des vitamines, etc. Il ne faut pas avoir peur des œufs. Les œufs, c'est un excellent aliment, même pour la perte de poids. Alors, les avocats aussi, on le met dans quelle catégorie? Est-ce que c'est lipides? Est-ce que c'est glucides? Est-ce que c'est protéines? Protéines, non. Les avocats, ce n'est pas des protéines. Les avocats, c'est principalement des glucides, hein. C'est un fruit, c'est dans les glucides, même si ce n'est pas sucré. Et ça contient aussi un peu de gras, beaucoup plus de gras que les autres fruits. Et c'est pour ça qu'on pense avocat, on pense gras. Mais bon, c'est beaucoup d'eau, hein. Donc, la quantité de gras est minime d'un avocat comparativement à un œuf ou un croissant. Mais c'est dans la catégorie des glucides et un petit peu des lipides. Donc, continuons. Voilà, c'est un petit point pour voir aussi si on faudra bien voir bien apprendre à catégoriser les aliments dans les trois groupes, glucides, lipides, protéines, les trois macros. C'est sur ça qu'on va jouer pour les calories et ces trois groupes-là nous apportent les nutriments dont on a besoin, ainsi que les vitamines, les minéraux, etc. Alors, continue. Un petit peu d'eau. Alors, vous voulez perdre du poids, vous posez les bonnes questions aussi et au-delà même de gérer l'alimentation et tout, on va voir hein, les plans alimentaires, mais au-delà de ça, déjà, il faut toujours penser à sa motivation, à la raison pour laquelle vous faites ça, votre pourquoi. Ça revient à ce que je disais au début. Est-ce que c'est pour plaire aux autres ou est-ce que c'est pour plaire à moi-même? Est-ce que c'est pour ma santé? Pourquoi je fais ça? D'accord? Ensuite, je me fais la promesse à moi-même que je vais atteindre mes objectifs, des objectifs réalistes et atteignable, comme je vous disais, perdre 10 kilos en 12 mois. Ça, c'est réaliste. Et ça, c'est atteignable et ça, c'est durable. Ça vous paraît beaucoup, mais c'est vraiment le mieux à mon sens. Et ensuite, une petite chose que je voulais ajouter, de déclarer ses intentions à son entourage. Pourquoi? Parce que vous aurez besoin du soutien de votre famille. Vous avez besoin que les autres soient à bord aussi avec vous, que les autres soient dans ce chemin-là. Hein? Ce n'est pas l'idée d'imposer aux autres de manger des légumes et des protéines ou voilà, de manger des aliments dits de régime, mais tout le monde est engagé dans ça. On va éviter les tentations, éviter de manger de façon erratique. On peut dédier une partie du frigo pour soi, pour mettre ces petites boîtes, ces petites gamelles déjà prêtes à l'avance. Voilà, il faut vraiment du soutien pour aller faire du sport, aller marcher en famille, il faut vraiment impliquer les autres et déclarer ses intentions. Je veux perdre du poids parce que X, Y raison et je compte sur vous pour me soutenir dans ce process. Et puis, en dernier lieu, je ne sais pas si vous connaissez le principe du vision board, sur un tableau, on va se mettre des images de ces objectifs, voilà comment on se voit dans 6 mois, dans un an. Ça aide à garder le cap sur ces objectifs. Moi, j'aime bien cette idée du vision board. Toujours penser à son pourquoi. Étape 2, adopter la bonne approche alimentaire. Dans quelle proportion je vais mettre mes trois macros dont je vous parlais là, protéines, lipides, glucides. C'est ça que je vais manipuler. Si je diminue tout en même temps, c'est possible, hein? Je diminue mes calories, je diminue mes assiettes, par exemple. Tout est en petit format. Oh, je peux mettre dans une petite assiette, par exemple. Ça peut marcher, ça, puisque j'ai diminué mes calories. Ça peut marcher, mais pour certaines personnes, ça ne suffira pas. Donc, deuxième stratégie, là maintenant, je vais commencer à déséquilibrer finalement. Je peux manger moins de glucides, moins de féculents, moins de sucre, OK? Ça marche pour beaucoup de personnes, hein?
Beaucoup de gens, j'entends, voilà, j'ai supprimé le sucre de mon alimentation et j'ai maigri. Mais oui, mais en fait, vous avez retiré les jus, les sodas, les sucreries et toutes les choses qu'on perçoit au goût sucré. Vous n'avez pas supprimé le sucre puisque les féculents apportent quand même du sucre, hein, donc le corps n'est pas en manque de sucre, mais vous avez supprimé le superflu. Donc finalement, les calories ont descendu. Donc on a joué sur un seul groupe, les glucides, on les a diminués et ça marche très bien. Par exemple, on peut aller sur aussi, je vais augmenter un petit peu ma portion de protéines. Et là aussi, j'ai déséquilibré. J'ai diminué les glucides, j'ai augmenté un peu les protéines. Donc, au niveau des calories, je n'ai pas autant diminué, voire pas du tout. Mais par contre, j'apporte à mon corps des nutriments qui vont lui être précieux pour la régénération des cellules et pour que mon corps fonctionne bien, ma thyroïde fonctionne, etc. Donc, moi, c'est une approche que j'aime beaucoup plus que de diminuer tout simplement les trois macros, que de diminuer ces portions. Voilà, dans l'exemple, manger des plus petites assiettes. Pourquoi? Parce que quand je diminue mes portions, premier problème, je risque d'avoir faim. Voilà, c'est tout simplement. Je fais des toutes petites assiettes, je risque d'avoir tout le temps faim et je risque de me décourager très vite et finalement d'abandonner, de reprendre une alimentation normale et reprendre du poids. Donc, tout diminuer, ça dépend. Franchement, est-ce que tu es prêt psychologiquement à affronter la faim? Quelle stratégie tu as pour ça? Alors, par exemple, boire du thé, boire des infusions pour remplir le ventre, pour oublier la faim, boire du CMOS, hein, des choses comme ça pour tromper cette sensation de faim. C'est une stratégie. Mais voilà, moi, j'aime moins cette stratégie-là, personnellement, mais peut-être que toi, ça te convient. L'autre stratégie, c'est effectivement, je vais manger moins en termes de féculents et de gras aussi, mais je mange plus de protéines. Ce qui fait que, enfin, pourquoi? Parce que les protéines vont m'aider énormément pour la satiété. Donc, je ne vais pas avoir ce problème de sensation de faim et je vais pouvoir tenir ça beaucoup plus sur la longueur en termes de protéines, du poisson, du poulet, de la viande rouge, des œufs, tout ce que vous voulez. Et puis les protéines végétales aussi, quand on peut les trouver, parce que ce n'est pas toujours compatible avec le fait de baisser les glucides. Mais vous voyez un peu, c'est assez vaste et ça marche bien parce que je n'ai pas ce problème de sensation de faim. Deuxième point, la diète cétogène. C'est quoi ça? Alors, c'est encore plus déséquilibré. À ce moment-là, je supprime complètement les sucres, les glucides, les féculents. Donc, pas de fruits, pas de féculents, pas de lentilles, haricots, quoi que ce soit, pas de pain, pâtes, pas de glucides. Là, je suis que sur des protéines et surtout du gras. En fait, la diète cétogène, c'est plus de graisse dans l'alimentation et un petit peu de protéines pour maintenir aussi quand même la masse musculaire. Et pour certaines personnes, ça peut bien marcher, ça. Mais il faut se dire que c'est quelque chose de très déséquilibré, très difficile à tenir sur le long terme et surtout, les tentations, voilà, en Guadeloupe ou autre, il faut vraiment partir avec cette idée que c'est pas compatible avec la vie sociale, pardon. Les fêtes de famille, les repas, tout ça, ça va être vraiment compliqué en diète cétogène. On mange des légumes, genre laitue, les choses comme ça, haricots verts, des protéines. Et voilà, est-ce qu'on peut se tenir à ça? On peut, bien sûr, mais c'est à toi de voir jusqu'où, qu'est-ce que tu es prête à faire pour perdre ces kilos. Alors, la diète cétogène va être plus adaptée aussi pour les personnes qui ont beaucoup de poids à perdre, plus de 20 kilos. Parce qu'on peut faire ça sur, voilà, 2 mois, peut-être 3 mois, et puis après, aller sur quelque chose d'un peu moins restrictif. Mais ça va permettre d'avoir une perte de poids, une perte de gras un peu plus, enfin, beaucoup plus importante, puisqu'on active différents mécanismes. On va mettre le pancréas au repos,
avec cette diète cétogène. Et donc, c'est une alimentation complètement déséquilibrée, mais qui peut porter ses fruits, surtout lorsqu'on a beaucoup de poids à perdre et lorsque ce qu'on a essayé avant ne fonctionne pas aussi. Donc voilà, comme c'est assez extrême, on va réserver ça pour les cas plutôt extrêmes, j'ai envie de dire. Euh, Faire une diète cétogène, c'est très à la mode en ce moment, mais pensez que voilà, il faut le faire sérieusement, il ne faut pas le faire un petit peu à moitié pour vraiment être c'est très précis. Donc ça, faites-vous suivre et faites-le de façon carrée si vous avez beaucoup de poids à perdre. Et puis, l'autre chose très, très, très à la mode, le jeûne ou le jeûne intermittent. Alors, le principe est tout à fait logique. J'ai trop de gras, donc ça veut dire que j'ai trop de stock d'énergie. Si je veux forcer mon corps à déstocker, eh bien, je fais simplement que d'arrêter de m'alimenter. Et puis mon corps, il va être bien obligé, puisqu'il lui faut continuer à fonctionner, il va être bien obligé de puiser dans mes réserves. Donc c'est ça, je jeûne, je veux forcer mon corps à puiser dans mes réserves, j'arrête de manger. Eh bien, se pose le problème de la fonte musculaire. Comme je vous disais, je vais maigrir, le corps, il va puiser dans le gras, il va puiser aussi dans le muscle de façon importante. Donc, le jeûne pose ce problème de fonte musculaire. J'ai aussi des exemples de personnes qui ont fait ça et qui ont perdu énormément de muscles, qui ont fait des jeûnes extrêmes, hein, plus de 2 semaines. Voilà, des jeûnes à la mode, détox, machin, ou même des jeûnes spirituels aussi, hein. Et puis, c'est très difficile à rattraper derrière. Donc, faites attention. Si c'est pour des raisons spirituelles, bon, voilà, hein, je peux pas vous empêcher de le faire. Mais si c'est pour des raisons purement de perte de poids, le jeûne, bon, voilà, fonte musculaire, mauvaise idée, très mauvaise idée. Le jeûne intermittent, alors là, c'est différent. Le jeûne intermittent, on va aller sur des périodes de jeûne qui sont plus courtes, qui peuvent aller de 16 heures, par exemple, 16 heures de jeûne. OK, je ne mange pas le soir ou je ne mange pas le matin. Moi, je préfère le système où tu ne manges pas le soir plutôt que le matin. Mais après, beaucoup de gens, ils préfèrent le faire le matin. Et puis, est-ce que ça va suffire, un jeûne de 16 heures comme ça? À mon avis, non. À mon avis, non. Euh, voilà. De mon expérience, c'est pas tellement efficace et c'est plus, pour moi, ça c'est plus euh, en faisant des jeûnes intermittents, on va plus déséquilibrer l'alimentation qu'autre chose. On va plus se mettre à voilà, sauter des repas et puis voilà. Et puis finalement, peut-être qu'au début, on a perdu un peu et puis finalement, après, le poids revient. Et pourtant, on continue à faire ce jeûne intermittent. J'ai vu beaucoup de personnes, surtout les femmes après 50 ans, qui font ça et qui n'arrivent pas à perdre de poids, qui n'arrivent plus à perdre de poids avec cette technique-là. Donc, bof. Par contre, des jeûnes plus longs, là, ça commence à devenir intéressant, ça commence à devenir plus dur aussi. Plus long, c'est-à-dire 20 heures de jeûne, 24 heures de jeûne, un jour entier. Par exemple, je dîne à 7 heures, le soir à 19 heures, je dîne. Le lendemain, je ne mange pas du tout, rien du tout de toute la journée. Et je redîne, enfin, je remange à 19 heures le soir. Ou encore plus long, 36 heures. Là, au lieu de dîner à 19 heures, enfin, je dîne à 19 heures, le lendemain, je ne mange rien. Et mon prochain repas, c'est le lendemain matin à 7 heures. Par exemple, 7 heures du matin, là, je romps mon jeûne et ça fait 36 heures. Voilà. 36 heures, c'est long, mais pendant ce temps, en fait, qu'est-ce qui se passe dans le corps? On va avoir toutes sortes de remaniements hormonaux, oui. On va avoir différentes hormones qui vont être sécrétées. On va faire diminuer l'inflammation aussi. Et au final, on va vraiment taper dans les réserves de graisse en faisant des jeûnes aussi longs, mais quand même pas suffisamment longs pour me mettre dans des problèmes de fonte musculaire.
Voilà, donc je peux faire ça. À quelle fréquence, j'ai oublié de tourner, à quelle fréquence je vais faire ce genre de jeûne? Eh bien, tout dépend de combien de poids j'ai à perdre, tout dépend de comment je supporte ce genre de choses, comment je l'inclus dans ma vie. Est-ce que je le fais une fois par semaine? Est-ce que je le fais 2 fois par semaine? Est-ce que je le fais une fois par mois? Etc. Donc là, c'est plus pour maintenir ou aller plus lentement. Vous voyez qu'il y a plusieurs objectifs, plusieurs pardon, modalités, mais retenez une chose, si je veux forcer mon corps à puiser dans ses réserves, c'est mieux de faire un jeûne de 24 heures ou 36 heures, mais pas plus. C'est pas la peine d'aller au-delà de 36 heures. Voilà. Et puis, c'est mieux de déséquilibrer mes macros de façon à préserver mon corps de la fonte musculaire. Voilà. Donc, en gros, les glucides vont souvent être diminués et ça va être vraiment efficace pour la perte de poids. C'est la technique que je préfère, la diminution des glucides et l'augmentation des protéines. Voilà. N'oubliez pas, on mange énormément de légumes. Les légumes, ils n'apportent pas de calories. Ça, ce n'est pas un souci. Donc voilà, donc ça, c'est une évidence. En termes de technique au niveau alimentaire pur et dur, voilà mes propositions et voilà mes conseils. Troisième étape, eh bien, l'activité physique. Ouais, on est obligé d'en parler. Je ne suis pas coach sportive, mais pour la perte de poids, l'alimentation fait 80% du travail et l'activité physique, il est 20% restant. Voilà, c'est une façon de voir les choses. Mais en fait, si tout va bien, voilà, je suis jeune et tout, juste le sport, comme je vous disais au début, ça va suffire. Mais dans la plupart des cas, pour les personnes lambda comme vous et moi, et les femmes après un certain âge notamment, ça ne suffira pas. Donc, il faudra vraiment combiner alimentation et sport. Voilà, maintenant qu'on a compris ça, le sport, je fais quoi? Eh bien, je m'efforce d'être régulière plusieurs fois par semaine, pas juste une fois par semaine, ça ne suffit pas. Une fois par semaine, voilà, tu vas faire du sport pendant 2 heures de temps, te fatiguer, transpirer, mais juste une fois par semaine, ça ne suffit pas. Parce qu'au final, il faudra vraiment dépenser énormément, énormément, énormément tout au long de la semaine pour pouvoir voir une différence. Voilà, par rapport à tout ce qu'on a dit avant. Donc, déjà, je vais marcher. C'est une excellente activité. Ça, je peux le faire, surtout si j'ai beaucoup de poids à perdre et que je ne veux pas faire souffrir mes articulations. Déjà, presque tout le monde peut marcher. Marcher au minimum 6 000 pas, si possible. Alors, 6 000 pas, c'est à peu près 1 heure de marche, hein, quand même. 1 heure de marche, 6 000 pas, c'est déjà 1 heure et quelques. C'est déjà beaucoup. Donc, est-ce que je peux marcher 1 heure 3 fois par semaine? Pourquoi pas? Ben, c'est faisable, j'ai envie de dire. Est-ce que je peux marcher 30 minutes, mais à ce moment-là, tous les jours? C'est bien aussi. Ouais, je fais 3 000 pas, c'est pas énorme, mais au moins je le fais tout le temps. Ça va contribuer. Voilà, donc il ne faut pas non plus se mettre des barrières et des objectifs super difficiles. Oui, il faut que je fasse 2 heures de sport. Non, je peux faire 30 minutes de sport, je peux faire voilà, 45 minutes, 1 heure, c'est bien aussi. Alors, il y a des podomètres et puis des applications sur le téléphone. La plupart des téléphones, ça compte les pas, hein. Donc, voilà, moi, j'aime bien regarder mon nombre de pas. Mon objectif, c'est 6 000, au moins 3 fois par semaine. Voilà, au moins 3 fois par semaine, 6 000. Et les autres jours, voilà, 3 500, 4 000, c'est bien. D'accord? C'est difficile, surtout quand on a un mode de vie où voilà, on travaille en bureau, on conduit la voiture. Il faut se forcer à laisser la voiture, aller faire les courses à pied, aller acheter son repas du midi à pied, laisser la voiture, prendre le bus. Il y a moyen. Il y a moyen de faire, mais il faut juste vous poser et réfléchir à vos stratégies et faire votre plan de votre semaine, de votre mois, en fonction de ces objectifs-là. Où est-ce que je vais caser mes séances et tout? Planifier. Alors ensuite, en termes d'activité, alors on parle beaucoup du cardio, le pilate, je le mets dans le cardio aussi parce que voilà, on ne fait pas forcément de pause en pilate.
Cardio, ça veut dire mon rythme cardiaque monte. Je ne peux pas forcément parler pendant les séances. Et puis, la séance, il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause, ça c'est du cardio. On dit aussi du LIS, maintenant j'ai oublié. L-I-2-S, j'ai oublié de vous le mettre. LIS. Voilà. Des séances type LIS, tout ça, ça peut bien fonctionner, notamment pour les femmes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques. C'est les personnes qui sont atteintes de résistance à l'insuline. Ça peut être vraiment intéressant. Alors voilà, donc 3 4 séances de lisse d'au moins 45 minutes, 30 45 minutes par semaine. Là, on est bien, on est sur une bonne routine, perte de poids. Le renforcement musculaire, c'est pas optionnel non plus. Parce que je vous ai parlé de manger des protéines pour maintenir la masse musculaire, oui, mais pour augmenter la masse musculaire, il faut que le corps ait une motivation. Il faut que je fasse des entraînements avec contre-résistance. Il faut que que j'utilise des poids pour que mon corps se dise, ah bon, aujourd'hui, j'arrive pas à soulever ça, il faut que je gonfle mon muscle pour pouvoir soulever ça. Donc, il faut donner un signal au corps pour maintenir et augmenter le muscle. Et c'est pour ça qu'il faut faire du renforcement musculaire. C'est super important. Au moins 1 à 2 séances par semaine, en plus du cardio ou de la marche dont je vous ai parlé précédemment. Super important, super important. Troisième type, la gym douce, le yoga. La gym douce, j'entends parler des exercices de mobilité, de stretching, ce genre de séance. Voilà, ça m'arrive de donner des cours de gym douce parce que j'ai un diplôme une certification en yoga. J'aime pas trop, voilà, le mot yoga peut être très clivant. L'idée, c'est vraiment gym douce, mobilité, stretching, c'est ça en fait qu'on fait, et respiration. L'objectif là maintenant, c'est pas de brûler des calories, on va en brûler un peu, mais en fait, c'est minime comparativement aux 2 précédents. Mais là, on va diminuer le stress parce qu'on respire. Voilà, on étire les muscles, tout ça, ça contribue. On renforce ses poumons, on renforce sa capacité à respirer. Et ça, c'est vraiment super important. C'est pour ça que j'aime beaucoup voilà, le yoga et c'est pour ça que j'en pratique. Parce que c'est hyper important d'adresser ce stress pour pouvoir voir derrière des résultats dans sa vie, des résultats positifs sur son poids, etc., sur sa façon d'appréhender les choses, sur son équilibre hormonal, etc. Donc, maintenant, si je combine toutes ces choses-là ensemble sur ma semaine, eh ben oui, là vraiment, je me suis créé un plan sportif vraiment au top et efficace pour la perte de poids. Mais voilà, c'est pas pareil que si je fais une séance comme ça semaine 1, une autre séance semaine 2, une troisième, voilà, une fois par semaine. Non, n'espérez pas voir quoi que ce soit en changeant une fois par semaine. Vous n'allez pas vous muscler, vous n'allez pas faire fondre le gras. Par contre, il ne faut pas aussi aller dans l'extrême, dans les extrêmes, parce que ça aussi, je vois, les gens qui font du sport tous les jours, et tous les jours, c'est des grosses séances. Là, non. J'ai bien dit, il faut mélanger un petit peu de tout. 20 minutes de renforcement musculaire, ça suffit. Mon cardio, mon pilate, mon lisse, 3 fois par semaine, d'accord? Donc là, j'ai déjà 4 séances, 4 5 séances. Je rajoute une séance de yoga, de gym douce. C'est très bien. C'est très, très bien, par exemple. Donc, il ne faut pas être dans l'extrême. Il ne faut pas être dans le crossfit. Désolée pour les crossfiteuses, mais une catastrophe, ce truc-là. Franchement, je, je pense que c'est plus délétère à long terme que tu as de résultats positifs au début. Parce qu'au début, j'imagine bien que sur la confiance en soi, voilà, avec l'émulation de groupe et tout le soutien, on est bien, on se sent bien. Mais au final, les dégâts sur la santé hormonale, non, c'est catastrophique. À moins que tu fasses une séance de CrossFit une fois par semaine. Une séance une fois par semaine, OK. Mais du CrossFit tout le temps, tout le temps, tout le temps, non. Il faut vraiment pas faire des trucs comme ça parce que on envie les athlètes, on voit leur corps musclé et tout, elles sont belles, machin.
Mais en fait, on ne sait pas derrière leur état de santé, hein. Donc, il y en a beaucoup, malheureusement, qui meurent, qui font des arrêts cardiaques ou qui ont des problèmes, bon, voilà, pour X ou Y raison. Mais ce que je veux dire, c'est que l'apparence physique, c'est pas forcément corrélé avec une bonne santé hormonale, menstruelle, une bonne santé mentale, une bonne santé en général. Alors, excusez-moi, donc ça, c'était les images qui ont été un petit peu déplacées. Je voulais vous donner quelques exemples. Oui, avant de passer au plan alimentaire, je vais finir sur les plans alimentaires. Voilà, je reviens sur la glycémie. Voilà. Ce qui va influencer principalement sur la glycémie, c'est les glucides. Là, c'est du riz, voilà. Petite portion de riz. Voilà, là, on a à peu près 30-40 grammes de riz, une ou deux cuillères. Je vais avoir un tout petit peu de sucre qui va être sécrété dans mon sang et donc ma glycémie ne va pas monter énormément. Par contre, si je prends une assiette remplie de riz, là j'ai au moins 200-250 grammes de riz dans l'assiette, ce qui représente 91 grammes de glucides purs, eh bien là, la quantité de glucides qui arrive dans mon sang, elle est énorme d'un seul coup. Et là, en plus, c'est du riz blanc, il n'y a pas de légumes avec, il n'y a pas de protéines avec. C'est le pic assuré et c'est pas terrible. Tandis que si je mange ce riz, ou ici dans l'exemple des pâtes, avec des légumes en premier, des fibres, je vais du coup diminuer je vais diminuer ce pic de glycémie et je vais ralentir, voilà, l'absorption de ce sucre dans mon sang. D'accord? Donc, que ce soit le riz ou les pâtes, même si ça n'a pas un goût sucré, ça contient du glucose, du sucre. C'est un glucide. Ce sucre va faire monter ma glycémie. Une des façons pour contrer ça et donc stabiliser ma glycémie, je vous rappelle que c'est la première stratégie la plus importante, des légumes en entrée. De la salade verte, ici par exemple c'est de la roquette avec du parmesan. On va me permettre d'avoir. Salade de carottes, salade de papaye verte. Voilà. Je vais vous envoyer une recette de salade de papaye verte et carottes. Excellente. Légumes cuits, légumes crus. Voilà la différence dans le pic de glycémie. Encore plus intéressant, le fruit. Oui, les fruits apportent du sucre, mais bon, ce n'est pas des quantités énormes hein, comparativement non plus avec les pâtes. Mais voilà, on peut quand même améliorer encore la glycémie en mangeant des fruits, en mangeant des protéines. Pareil, je mange les protéines en premier et ensuite mon fruit. Voilà, des œufs. Ça peut être un petit déjeuner, ça. C'est un petit déjeuner. Moi, j'aime bien ce petit déjeuner-là. Papaye, des œufs, puis de la papaye. Et là, du coup, ma glycémie elle reste bien stable. Autre exemple, alors voilà, hein, des fruits entiers plutôt que des jus de fruits, évidemment. La galette de riz, ce n'est pas un mauvais aliment à condition que je le mange avec quelque chose. La galette seule, mauvaise idée. La galette avec du beurre de cacahuète qui apporte des gras et des protéines végétales, là, c'est différent. La pizza, tout le monde aime les pizzas, moi j'aime les pizzas. On peut en manger, par contre, je mange une salade en premier. Je mange des crudités en premier, je mange des légumes en premier. Je peux même faire un velouté de légumes, le manger, le boire plutôt, et puis ensuite la pizza. Donc, je change mon fonctionnement. Je mange des aliments qui me font plaisir, mais je mange des légumes ou des protéines. Voilà, dans cet exemple, j'aurais pu aussi mettre les œufs, j'aurais pu mettre aussi, par exemple, du blanc de poulet, hein, par exemple, une salade de crevettes avec des crevettes ou avec du blanc de poulet. Et ensuite, je mange la pizza. Quand même, je mange une part de pizza et je me suis fait plaisir. Donc voilà, ça c'est possible et vous pouvez perdre du poids en faisant ça. Alors, pour bien enfoncer le clou entre guillemets, donc, vous avez compris que moi, mon approche préférée, c'est le fait d'augmenter les protéines, de diminuer les glucides et de manger beaucoup, beaucoup de légumes, toutes sortes de légumes. D'accord? Euh, les protéines, ça fait une énorme différence parce que, je vous ai parlé de la satiété,
Ça permet de diminuer les envies de sucre aussi parce qu'on n'a plus ces fluctuations de glycémie. C'est la base pour la beauté de la peau, des cheveux, des ongles, parce que ce sont des fanères qui sont composées de protéines, de collagène et de kératine. D'accord? Donc, si j'ai pas de protéines, je peux pas avoir une peau souple, etc. J'aurai des rides, j'aurai des cheveux cassants, ça va pas le faire. C'est important pour la santé immunitaire parce que les anticorps qui permettent comment dire, d'être les soldats de mon système immunitaire, ce sont des protéines. Les enzymes digestives, ce sont des protéines. Voilà. Je vais avoir un effet positif sur ma fertilité en consommant plus de protéines. Voilà. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, toutes sortes de types de protéines, végétales et animales. Mais les protéines sont vraiment importantes, 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 importantes. Et par rapport aussi à la dépression et l'estime de soi. C'est primordial. C'est primordial. Donc, voilà pourquoi cette approche est la plus efficace et la plus tenable. euh, et que c'est celle-ci dont je vous parle le plus aujourd'hui, même si on a vu qu'il y a d'autres stratégies qui peuvent aussi fonctionner. Alors, quelle quantité, hein? On va viser au minimum, enfin, idéalement 2 grammes par kilo de poids idéal. Alors, pas le poids corporel idéal, c'est-à-dire que si je vise, par exemple, 65 kilos, eh bien, je fais 2 fois 65, ça fait 130 grammes. 130 grammes de protéines par jour que je vais diviser dans mes 3 repas. Voilà. Par exemple, 30 grammes le matin, 30 grammes le midi, 30 grammes le soir, je suis à 90. Il me reste 40 que je vais répartir dans mes 2 collations, par exemple. Ça fait beaucoup de protéines, c'est sûr, mais c'est ce qu'il faut pour redonner le signal au corps que voilà, tout va bien, je peux me concentrer sur la perte de poids. C'est important pour réentraîner les signaux de satiété et c'est ce qu'il faut pour avoir des résultats. Ensuite, on pourra diminuer et revenir à une quantité plus facile, on va dire, plus facile à atteindre entre voilà, 1,2 à 1,5 grammes de protéines par kilo de poids corporel. D'accord? Ça, c'est des calculs que je fais pour mes clientes. Et c'est des calculs simples que vous pouvez faire. Il y a des logiciels qui permettent de faire ça. Mais en fait, c'est ça. Quand on vise un certain nombre par rapport au macro, une certaine quantité pour les protéines, et ensuite, l'objectif, ben voilà, en fonction des goûts et tout ça, comment je les répartis dans la journée, comment je fais pour atteindre cet objectif. Et voilà, je continue. Alors, oui, je vais pas passer dessus, c'est important. Donc, à retenir, donc, puisqu'on a parlé de glycémie pour la perte de poids, donc, je diminue ma quantité de glucides. Donc, j'ai une alimentation qui est modérée à pauvre en glucides. Voilà. Je ne donne pas de chiffres hein, parce que ça dépend de chaque personne, mais aujourd'hui, imaginons que le matin, je prends un bout de pain qui est comme ça, eh bien, je diminue de moitié déjà. Et puis, peut-être que je peux diminuer encore et prendre un bout de pain vraiment petit et voir carrément supprimer le pain le matin et manger seulement des protéines et puis des légumes. Et voilà. Donc, je diminue la quantité de glucides à partir de aujourd'hui, je mange quoi? Je vous donne l'exemple du jus, tout ça. Si je supprime le jus, les sucreries, les desserts, par exemple, et je ne change rien au reste, là, j'aurais déjà fait un pas vers cette alimentation modérée à pauvre en glucides. Alors, légumes et protéines en premier, voilà, la salade, le velouté et le blanc de poulet, le steak, etc. Le poisson en premier.
mais féculents en dernier, idéalement, par rapport à la glycémie. Petit déjeuner salé, ça c'est non négociable. Non négociable, sinon après vous serez obligé de prendre, d'utiliser des protéines en poudre. Et puis voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop ça, mais un petit déjeuner sucré, classique, n'a pas assez de protéines. Donc ça, c'est vraiment c'est non négociable. Toujours inclure une protéine quand on mange des glucides, même les fruits, exemple tout à l'heure de la papaye. Et puis, des légumineuses, hein, lentilles, haricots, tout ça. À la place, enfin, en tant que féculent, c'est vraiment intéressant parce qu'ils vont apporter un peu de protéines végétales, donc j'augmente un petit peu ma quantité de protéines. Et puis, des fibres vraiment intéressantes pour la glycémie. Donc, voilà. Et voilà pour terminer, je suis dans les temps là, 1 minute, 1 heure, 1h30 à peu près. Mon plan alimentaire, des idées, même si je vous en ai déjà donné pas mal là. Bon, déjà, voilà, on va commencer avant même de regarder le plan alimentaire à se désaccoutumer du sucre. Les aliments transformés, c'est clair que c'est pas du tout. On ne peut pas vouloir perdre du poids et continuer à manger des aliments transformés, des aliments du supermarché, etc. Jus et soda, bien sûr. Voilà, ça, c'est une évidence. Alors, idée menu, petit déjeuner protéiné, salé, sans sucre. Voilà, avocat, 2 tranches de jambon. Mais je crois que j'ai effacé, excusez-moi. Je vais vous remontrer tout à l'heure autre chose. Donc, avocat, 2 tranches de jambon, des œufs, voilà. Avocat, fromage, salade verte, concombre, sardines, etc. Le midi, viande, grande portion de légumes, un peu de féculents. Comme je vous ai dit, voilà. Si je prenais une grosse assiette de riz, je diminue de moitié déjà et je remplis mon assiette avec des légumes. Voilà. Le dessert, il faut s'habituer à ne pas prendre de dessert forcément, à pas forcément prendre de dessert. Surtout pas de tarte, de choses comme ça. On peut faire un fruit, une compote sans sucre, mais s'habituer à ne pas forcément prendre de dessert, ce sera aussi utile pour votre perte de poids. Et puis, des fois aussi, on peut ne pas prendre de féculents du tout et puis prendre le dessert à la place. À ce moment-là, voilà, si j'ai envie, voilà, il y avait un anniversaire, il y a un gâteau et tout, je ne prends pas le féculent, mais il y a quand même le dessert qui va apporter pas mal de sucre, pas mal de glucose et qui va prendre la place du féculent. La collation, c'est important de faire une collation parce que ce que je vois souvent, c'est que on mange pas, si on ne mange pas de goûter, eh bien, on va soit grignoter un peu tout et n'importe quoi avant de faire et finalement ne pas prendre un vrai repas. Donc, les protéines qu'on devrait prendre, elles passent à la trappe. Ou soit, voilà, on a beaucoup d'appétit en arrivant le soir et on fait un gros repas le soir. Ça, c'est vraiment une catastrophe. Il ne faut pas faire du soir, le repas du soir, son repas principal. Le repas le plus généreux, c'est idéalement le matin ou le midi, mais pas le repas du soir. Pour des raisons évidentes, je vais dormir et tout, voilà, j'ai pas besoin j'ai pas besoin de remplir mon ventre et j'ai pas besoin d'autant d'énergie pour le soir. Donc, on fait une collation, idéalement, ça peut être, voilà, un fruit avec une poignée d'oléagineux, ça peut être un fromage blanc, brebis ou chèvre, si vous mangez, vous consommez pas de produits laitiers de vache. Euh, des aliments maison. J'ai des recettes de pancakes, de crêpes avec la farine de manioc et des œufs pour les protéines, des muffins protéinés, des choses comme ça qu'on peut faire en grande quantité, les congeler et puis ça peut servir pour les collations. Mais voilà, toujours quelque chose de léger en termes de calories et équilibré au maximum. Voilà, pas que du sucre, quoi. Et le soir, voilà, légumes cuits, protéines. Voilà. Là, c'est vraiment perte de poids, hein. Légumes, protéines pour le soir. Attention à ceux qui ont des problèmes pour dormir, parce que ça peut jouer. Si je ne mange pas de féculents le soir, je peux avoir plus de mal à m'endormir. Donc voilà, là, on adapte. Il faut toujours adapter en fonction de vos besoins.
Ça, c'est important de le mentionner. OK, vous faites tout ce que j'ai dit précédemment là, vous avez choisi votre stratégie, vous le faites, vous perdez du poids. À un moment donné, le poids stagne. J'atteins un plateau. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, il va falloir un petit peu choquer l'organisme. Voilà, désolé, mais là, on ne peut pas tourner autour du pot. Des fois, il faut un petit peu choquer l'organisme en cas de plateau. Et là, on peut partir sur un régime hyperprotéiné sur 3 jours avec voilà, de la salade, des crudités ou des légumes cuits, sans graisse ajoutée, ça veut dire sans vinaigrette, sans huile et tout, avec des protéines. Les quantités qu'on a vues tout à l'heure, 2 grammes par kilo. Sur la journée, on est sur des journées assez faibles en calories, 800 calories, mais c'est seulement 2, 3 jours, pas plus que ça. Et on peut le faire une fois par semaine, voire 2, 3 fois dans le mois pour un peu briser ce plateau. Et puis les autres jours, on reprend l'alimentation qu'on a vue précédemment. Ça va vous aider à ne pas stagner. Alors, on a vu en termes d'alimentation, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Il ne faut pas oublier que le foie et la détoxification, ça va être vraiment une aide. Ça va venir en complément pour aider à perdre du poids correctement. Il ne suffit pas de prendre des plantes détox pour maigrir, c'est pas ça. Mais il faut soutenir tous les systèmes de son corps et notamment les systèmes d'élimination et de détoxification. On a parlé déjà des problèmes qui sont générés par la constipation et un foie qui est engorgé, qui ne fonctionne pas bien. Et il y a aussi des façons de le mesurer avec des prises de sang ou par rapport aux symptômes. Ça contribue bien sûr à ces problèmes de poids. Donc, ça, on va en parler. Avant ça, je voulais mentionner l'importance de bon sommeil, l'importance du fait de bien dormir. Rapidement, en fait, si vous dormez mal, si vous avez des problèmes d'endormissement, vous vous réveillez la nuit, vous n'avez pas à vous endormir, vous n'allez pas pouvoir perdre du poids parce que ça va générer de la fatigue déjà et du stress. Et en plus, ça augmente la gréline, qui est une hormone qui va intervenir dans la satiété. Et en fait, vous aurez plus faim parce que vous n'aurez pas bien dormi. Donc, vous allez avoir du mal à résister à des fringales sucrées surtout. Vous allez avoir des moments où vous allez vous jeter sur tout et n'importe quoi, des trucs sucrés. Et là, vous n'allez pas pouvoir perdre du poids parce que vous ne dormez pas. Donc, il faut adresser ce problème-là. Si vous faites de l'apnée du sommeil, réglez ça. Si c'est parce que vous ruminez trop, etc., faire des techniques de relaxation, de gestion du stress et changer ce qu'il faut changer dans votre vie. Si votre travail, ça se passe mal, vous n'allez pas pouvoir maigrir. Donc, il faut absolument adresser ces causes-là et s'en occuper plutôt que de s'acharner à vouloir manger presque rien, quoi. Alors, la détox, hein, ben oui, évidemment, il faut que l'organisme soit bien détoxiqué, ne pas laisser les toxines s'accumuler pour pouvoir brûler. Donc, idéalement, 2, 3 fois par an, on peut faire une cure de draineur. On trouve toutes sortes de draineurs de très bonne qualité, bio, etc., en pharmacie. Cure de draineur, cure de gel d'aloe vera aussi, ou soit vous avez de l'aloe vera dans votre jardin. C'est très, très intéressant en quantité. Voilà, ça dépend de la marque, mais ça va être en général 1 à 2 bouchons dans de l'eau à boire tout au long de la matinée. Pendant un mois, voilà, des cures de draineur. Vous avez le Mincy Boost de TerraScience qui est très bien. Et voilà. Vous pouvez prendre aussi, ou à la place, des infusions de plantes drainantes, détoxifiantes, du romarin, du graine en bas-feuille. C'est amer, mais c'est très efficace vraiment pour le foie. De la citronnelle, du desmodium. Vous pouvez mélanger ces plantes-là. Moi, je fais une tisane détox qui contient justement romarin, graine en bas-feuille, citronnelle et menthe et anis étoilé. Et on boit ça, voilà, on peut faire une cure de 15 jours, excellent, 2 fois par an, 2, 3 fois par an.
Il y a des gélules aussi, vous pouvez prendre des gélules de phyto. Je trouve que c'est un peu moins efficace. Encore, voilà, ça dépend ce qu'il y a dans la gélule. Le problème, c'est que oui, des fois, on achète des choses et c'est pas vraiment les ingrédients, c'est pas exactement ce qui est dedans. Donc, je préfère les plantes. On voit vraiment la plante, on sait vraiment qu'est-ce qu'il y a. Il y a aussi des mélanges de plantes très anciens, comme l'élixir du suédois qu'on achète dans la pharmacie. Voilà, des plantes amères. Alors, c'est des plantes de France, enfin, des plantes occidentales, hein, gentiane, pissenlit, des choses comme ça. C'est très, très bien. Ça va vous servir. Toutes ces choses-là vont vous servir, que vous preniez des plantes déjà toutes faites ou des plantes de votre jardin pour faire votre cure de détox, entre guillemets, euh, avec les plantes chaque année, 2 fois par an. Alors, pour finir sur les plantes rapidement, vous avez des plantes donc, qui vont réduire l'appétit parce qu'elles vont contenir des algues et tout ça. Et donc, à ce moment-là, je vous ai parlé déjà du cymos, je vous ai parlé et c'est fait du fucus, du konjac, des choses comme ça. Donc là, on a un effet plutôt, voilà, sensation, ventre plein, appétit. Donc, voilà, c'est les deux catégories-là, c'est à peu près ensemble. Les plantes qui vont être diurétiques, voilà, la cure que je vous ai dit, c'est des plantes diurétiques. On ne fait pas ça tout le temps parce qu'au final, je perds de l'eau, je perds des minéraux aussi. Donc, c'est vraiment des cures ponctuelles et courtes. Et les plantes qui empêchent l'absorption des graisses ou des glucides aussi, voilà, c'est les plantes antidiabétiques dont je parle dans mes recherches à l'université. Le graine en bas-feuille, les feuilles de goyave en sont deux exemples. On va vraiment avoir une action sur, voilà, quand je prends cette plante-là, je vais moins stocker et donc ça va m'aider forcément, en plus d'aider mon foie et tout, ça va aider à la perte de poids dans sa globalité. Ce pas des plantes qui font maigrir, pas dire ça, hein, mais des plantes qui aident à gérer la glycémie et qui aident au final à atteindre ses objectifs. Alors voilà, d'autres exemples, enfin, les exemples dont je vous ai parlé. Euh, en plus, le cymos, le guarana, parce qu'il contient de la caféine. Le café, donc, du coup, va aider aussi. Attention aux palpitations. L'huile essentielle de pamplemousse, effet coupe-faim. Le fenugrec, ça dépend, mais pour beaucoup de gens, ça peut aider. Comme le cumin, comme le gingembre. Moi, je préfère le gingembre. Voilà, boire du gingembre tous les jours, c'est possible. Et ça aide pour l'inflammation. C'est un grand anti-inflammatoire, le gingembre. Le curcuma, attention, je n'aurais pas bu tous les jours le curcuma, contrairement au gingembre, le curcuma plus en cure. Le basilic sacré, le tulsi, le fond basin, c'est la même famille des basiliques. C'est pour calmer l'anxiété, tout ça, éviter les compulsions aussi, hein, les compulsions alimentaires. Et donc, vous voyez qu'il y a pas mal de plantes dans lesquelles on peut piocher, en local ou à l'international, on va dire. Et puis, il y a la berbérine dont on parle beaucoup. Alors, attention à la berbérine, c'est vrai que ça peut provoquer des effets secondaires, des nausées, des problèmes et tout. Mais dans le cadre d'une alimentation bien régulée, comme je vous dis, la berbérine va aider surtout ces personnes qui ont vraiment des grosses résistances à l'insuline, des gros soucis comme ça, et donc permettre d'activer la perte de poids. Et voilà, donc ça peut être utile, mais attention, vraiment, il faut être, voilà, soyez bien suivis et prenez quelque chose de qualité. Les compléments, voilà, donc déjà, il faut recouvrir, combler les carences nutritionnelles. Voilà, donc il faut savoir où est-ce que vous en êtes. Analyse sanguine, fer, vitamine D, zinc, ok. Magnésium, indispensable parce que le magnésium va venir agir, améliorer la sensibilité à l'insuline. Donc le magnésium sous forme de bisglycinate, c'est celui-là que je préfère. Si vous avez des problèmes de constipation, à ce moment-là, prendre du chlorumagène qu'on trouve en pharmacie et en prendre en cure pendant 3 semaines, un jour sur deux, pour avoir un effet laxatif et un effet comment dirais-je, nettoyage des intestins. Voilà. L'inositol, qui améliore la résistance à l'insuline aussi, hyper intéressant.
par exemple, la marque Ginositol qu'on trouve en pharmacie aussi, ou bien il y en a plein qui ont de l'inositol maintenant, c'est très intéressant. Le N-acétylcystéine pour, alors pas pour le mucus cervical, même si ça permet aussi, mais pour précisément, c'est un anti-inflammatoire, d'accord? Anti-inflammatoire, antioxydant, détoxifiant, N-acétylcystéine. Il fait plusieurs choses, mais là, c'est l'effet détoxifiant que je vous conseille. Et les vitamines du groupe B, parce que ce sont des vitamines qui vont aider votre métabolisme dans le sens où elles permettent de digérer et bien utiliser, bien répartir dans l'organisme les sucres et les graisses. Donc, c'est vrai qu'elles sont super intéressantes, les vitamines du groupe B. Et prenez un mélange de vitamines du B, avec notamment la B9 et la B12 méthylées si possible. Mais en tout cas, un mélange de vitamine B, ça, c'est une bonne base pour la perte de poids et pour combler les carences et pour aider. Voilà. Et la berbérine, j'ai déjà dit. Donc, en termes de compléments, on y est. D'autres pistes à explorer, eh bien, pour le foie, cataplasme à l'huile de carapate avec une bouillotte dessus pour aider le foie si jamais on a un problème de foie qui est un petit peu lent ou engorgé. La progestérone, si jamais on a un déséquilibre au niveau, au niveau de son cycle, et là, bien sûr, il faut travailler avec votre gynéco ou avec moi ou avec un thérapeute comme moi qui s'y connaît et qui a la possibilité de vous guider dans l'utilisation de la progestérone, dans l'objectif de rétablir des bons cycles, dans l'objectif de aussi aider à la thyroïde. Donc voilà, c'est vraiment particulier et super intéressant. Et c'est de la progestérone bioidentique, c'est respectueux du corps parce que les hormones, voilà, on se dit les hormones, ça fait un peu peur. Mais là, on est sur quelque chose qui est respectueux du corps, qui est physiologique. Et puis, les massages, les thérapies manuelles, n'est-ce pas? Le drainage lymphatique, ça, c'est vraiment intéressant. Alors, je déplore que dans la plupart des centres où ils font des massages lymphatiques, des palpés roulés, des choses comme ça, qui sont intéressantes, ils font de l'accompagnement nutritionnel, mais des régimes qui sont trop stricts, qui ne sont pas bien équilibrés. Et donc, du coup, ils donnent des mauvaises infos aux gens. Donc, ce serait bien que les personnes qui font ça s'en tiennent au drainage lymphatique et qui laissent la nutrition pour les professionnels de la nutrition. Ce serait bien, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas mélanger, comme on dit, coco et abricots. Moi, je ne fais pas de massage, je ne fais pas de drainage, voilà, parce que je ne sais pas faire. Et donc, mais c'est une bonne thérapie à ajouter à votre perte de poids parce qu'il faut faire bouger cette lymphe, il faut favoriser le retour lymphatique parce que vous allez détoxifier votre corps et vous allez activer votre système immunitaire. C'est dans la lymphe que ces deux choses-là se font. Et vous allez aussi combattre la rétention d'eau. Donc, ne négligez pas non plus ces massages lymphatiques. Voilà, voilà. Donc, je suis arrivée au bout de ce que je voulais vous dire pour ces stratégies de perte de poids. J'espère que vous avez acquis des bonnes informations, que vous avez pris des notes et que vous avez des questions. Voilà, mon objectif vraiment, c'est de vous accompagner. Alors, sous forme de webinaire comme ça, ou encore mieux, sous forme de suivi mensuel. Pour celles qui suivent le webinaire, c'est un tarif spécial à 90 € par mois. Le tarif régulier, c'est 120 € par mois le suivi. Et puis, voilà, je vous aiderai sur l'alimentation et avec un focus particulier sur la santé menstruelle. Voilà, donc ouais, c'est un témoignage de Camille, une de mes clientes qui disait, voilà, merci pour le rendez-vous et les informations, que c'était enrichissant et que c'est bien de parler à quelqu'un qui nous prend au sérieux, qui compatit et qui s'y connaît. Voilà, moi, ça me fait chaud au cœur de savoir ben, que je peux contribuer avec mes connaissances à ce que plus de femmes vivent mieux leur santé menstruelle. Et donc, voilà. Voilà. Et un peu après, m'a commandé 5 thés parce que je fais des thés avec les plantes d'ici et d'ailleurs. Hein, je voudrais vraiment chercher le meilleur de la pharmacopée dans le monde entier. Ces thés, je les vends moi-même à mon cabinet.
Je fais aussi un mélange d'épices avec cannelle, gingembre, tout ça, qui est intéressant du coup, vous voyez, aussi pour la glycémie et pour l'équilibre hormonal avec les plantes qu'il y a dedans. Et voilà mes coordonnées. Maintenant, j'espère que vous allez passer à l'action sans plus attendre. Je vais envoyer par mail plus de recettes et plus un plan alimentaire aussi pour vous guider, d'accord? Parce que là, voilà, on passe un peu vite. Je vais envoyer ça par mail juste après le webinaire ou voilà, dans les jours qui arrivent. N'hésitez pas à me relancer. De toute façon, je suis toujours joignable. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Créole Nutrition. Et la page sur les plantes spécifiquement, c'est feuillage, phytothérapie. Voilà, voilà. Donc maintenant, je vais arrêter l'enregistrement et puis on va passer aux questions. Merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire.